Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus participer à ce second entretien de l'après-midi sur le thème de l'accompagnement et de la maturation du coup des projets innovants. J'accueille tout d'abord Anne de Barbander. Bonjour Anne. Anne, vous êtes Project and Financing Instruments Advisor à la Flanders Innovation and Entrepreneurship. Bonjour Anne. Emmanuel Van Zeveren, co-directeur de Wagralim, excusez-moi. Bonjour Emmanuel. Marie De Wavrin, bonjour Marie, Head of Strategic Partnership chez Hectare. Valérie Cavillo, Technology. Je redis pour Valérie. Valérie Cavillo, Technological Innovation Advisor, CAP Innov. Bonjour Valérie. Sophie Carton. Bonjour Sophie, Head of the Farming Lab AgroParisTech. Bonjour Sophie. Nicolas Nguyen. Bonjour Nicolas, directeur Europe de Agri Sud-Ouest Innovation. Et enfin, Christophe Baroneid, Business Coach à la WSL. Bonjour Christophe. Eh bien, on va, sans plus attendre, on va commencer par les présentations. Donc, on va commencer par vous, Anne, avec vos slides. Bonjour à vous tous, merci d'être là avec nous. Je suis Anne de Brabander. Je vais élaborer un peu sur mon organisation, mais comme les Flamands dans la salle, je vais faire ça en anglais. N'hésitez pas à m'adresser par la suite en français. J'ai habité bien longtemps en Wallonie, mais en tant que professionnel, je préfère quand même l'anglais. You've seen my name, I'm Anne. Vous avez vu donc mon nom, je m'appelle Anne. J'étais ingénieure agricole et j'ai fait une formation en machinerie agricole. J'ai vu le secteur évoluer et on est passé de machines mécaniques à l'automatisation. J'ai également travaillé dans le domaine du soutien financier dans le cadre de projets. Je ne vais pas parler du travail de mes collègues dans le cadre de réseaux et des innovations internes. Bien que cela existe. VLAIO, tel qu'inscrit dans le dépliant, c'est l'agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Et ceci résume le tout avec un seul titre. Pour notre organisation, l'innovation et l'entrepreneuriat vont main dans la main. Nous ne voyons aucun entrepreneur qui n'innove pas. Et il faut innover pour mettre de nouveaux produits sur le marché. La promotion entrepreneuriale est donc un élément clé chez nous. À cette fin, nous soutenons donc l'innovation, comme je l'ai dit, et la croissance, et nous sommes convaincus que les entrepreneurs devraient coopérer, c'est-à-dire que nous soutenons les actions en cluster. Nous disposons de clusters de grande taille sur différents thèmes, sur la logistique, sur la médecine, sur des initiatives aussi un peu plus humbles, telles que des initiatives des affaires. Il y en a un sur l'agritech. Des collègues chez VLAIO travaillent également à l'élaboration de conditions environnementales au bénéfice des entrepreneurs. Créer des actions stimulantes environnementales pour la conversion d'éléments non efficaces. Il est également clé pour nous que nous faisions valoir notre position au sein de l'Europe et nous sommes donc ouverts à la coopération européenne. Et enfin, dans le cadre de notre mission, nous tentons d'être un comptoir unique pour les entrepreneurs, donc un guichet unique.
quelques chiffres à propos de Vlaia. Ces chiffres datent de 2022. Notre site Internet a reçu 1,9 million de visites. Nous répondons à près de 2000 questions par mois. Nous disposons d'un budget de 248 millions d'euros dédié à la recherche et au développement et aux innovations. Près de 600 millions d'euros, outre cela, ont été alloués aux mesures Corona, juste à titre de comparaison, et 450 membres du personnel. Dans mon département, nous sommes une centaine. Et sur les 450 membres du personnel, 50 personnes sont des conseillers en affaires, c'est-à-dire qu'ils se rendent dans des entreprises en Flandre et les orientent vers des initiatives d'innovation. Je ne me suis pas moi-même présentée, donc je vous ai dit que j'étais ingénieure agricole, mais je suis conseillère scientifique dans le département du soutien financier chez Vlaio. Donc, lorsque des projets nous sommes présentés, j'organise l'évaluation de celui-ci. Dans le reste de mon propos, je vais vous présenter quelques mesures financières que nous offrons aux entrepreneurs afin qu'ils innovent. Je ne peux entrer dans les détails trop longuement, mais un dénominateur commun à tous les projets, ce sont les subventions, c'est-à-dire que l'argent ne doit pas être remboursé, mais nous voulions que vous remboursiez, que les entrepreneurs remboursent la Flandre grâce à une valeur ajoutée économique ultérieure. Alors, les différences au niveau des différents niveaux de maturité technologique, le pourcentage de subvention diffère d'un projet à l'autre. Mais passons d'abord aux entrepreneurs. Donc, nous avons des subventions qui accompagnent l'idée, la faisabilité, le prototype, la démonstration et la mise en œuvre. Nous avons d'abord le soutien à l'innovation dans une première étape. Et donc, soutien économique en bleu et en vert. Nous avons donc le soutien à l'innovation, donc pour le démarrage. Il y a également des financements pour des études de faisabilité et financements pour projets de recherche et de développement. C'est 200 millions d'euros. Cela constitue la part principale de nos financements. Et nous avons également des moyens financiers dédiés à des projets pilotes. Et en bleu, donc les ambitions peut-être plus internationales. Je représente moi-même Eranet Security Agri-Food, intelligence artificielle et les données. Qu'est-ce que cela peut apporter à notre chaîne? Et donc, toute une série d'éléments à prendre en compte. Je vous ai parlé des 50 personnes chez Vlaio qui rendaient visite aux différentes entreprises. Les chiffres ici sont le nombre d'entreprises touchées par ces 50 personnes et le nombre d'entreprises accompagnées dans le cadre de leurs travaux. Donc, les financements maintenant pour les entrepreneurs. Ceux-ci sont principalement intégrés dans des projets qui peuvent être soumis tout au long de l'année. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous aidons les chercheurs afin qu'ils mènent des activités au bénéfice de certains secteurs en particulier. J'aimerais mentionner notre mandat pour la recherche prédoctorale et postdoctorale au sein d'une entreprise qui est axée sur l'innovation. Nous avons des projets pour la collaboration interdisciplinaire et la recherche y afférente. C'est plutôt plus loin, donc dans le niveau de maturité. Et nous avons également 3 autres projets. Donc, technologie, transfert et recherche et développement collaboratif. Et donc, nous finançons des chercheurs qui travaillent à des projets
actifs dans différents secteurs. Donc, vous voyez les trajectoires. La trajectoire agricole est particulièrement pertinente. C'est également un projet que nous utilisons pour l'agroalimentaire. Alors, Vlaio est également impliqué dans les projets Horizon Europe. Alors, en conclusion, ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, si vous décidez de contacter la Flandre pour grandir et innover, Vlaio pense que l'innovation et l'entrepreneuriat vont main dans la main. Et donc, nous avons énormément de programmes de soutien. La liste que je vous ai présentée était incomplète. Et donc, toute une série de programmes de financement, de subventions. Et la collaboration au niveau international est possible pour la majorité de ces programmes de financement. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, bonjour à tous. Je vais essayer de présenter Wagralim en 4 slides. Donc, première difficulté pour nos amis français, ça commence par un W, donc c'est bien Wagralim. Et Wagralim, ça veut dire Wa pour Wallonie. Et le reste, ça vous explique qu'on s'intéresse à l'agroalimentaire. Donc l'agroalimentaire au sens large, pas que l'industrie agroalimentaire, mais tout le secteur agroalimentaire. Donc de plus en plus, on a une logique de filière. Donc on s'intéresse au secteur depuis le champ jusque dans le magasin. C'est important de réfléchir comme ça en termes d'innovation. On a beaucoup parlé des grands défis, mais les grands défis, par exemple la circularité, la durabilité, ça n'est possible que lorsqu'on envisage l'innovation sur l'entièreté de la filière et pas uniquement sur des segments isolés. Alors, c'est quoi un pôle de compétitivité ? Bon, pour certains, c'est évident. Peut-être pour certaines entreprises présentes, ça l'est moins. Alors, voilà, pour faire un petit clin d'œil à nos amis français, je veux dire, comme disait le général de Gaulle, c'est quoi ce machin ? Donc, c'est quoi un pôle de compétitivité ? J'ai repris la définition. Donc, un pôle de compétitivité, c'est un regroupement d'entreprises et d'acteurs de la recherche. Regroupement, ça ne fait pas grand-chose. De regrouper les gens, ça fait beaucoup de monde, mais ça ne fait pas grand-chose. Des entreprises et des acteurs de la recherche, ça ne ressemble pas tout à fait au travail qu'on fait au pôle tous les jours, parce qu'en fait, on ne travaille pas qu'avec ces acteurs-là, on travaille aussi avec l'administration. Tantôt, il y avait une personne du SPW, avec le gouvernement wallon qui définit les orientations, les accents et les leviers qu'on peut activer. Donc voilà, c'est bien plus que ça. Notre rôle, c'est d'être un peu un go-between, un animateur de réseau. Donc on est plus un réseau qu'un regroupement. Un réseau, ça crée des liens, ça crée des actions, ça crée des réflexions communes. Donc je pense que c'est plutôt ça notre travail. Alors ce en quoi on peut être d'accord avec la définition, c'est un domaine économique porteur, effectivement. Pour une région comme la Wallonie, l'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel en termes d'emploi, par exemple, en termes d'investissement aussi. Donc c'est un secteur très important, c'est un secteur aussi qui génère beaucoup d'emplois indirects. Donc on a de bonnes raisons d'innover dans le secteur agroalimentaire. On a de bonnes raisons d'innover parce que je pense que c'est l'innovation qui permettra de trouver des solutions aux grands défis qu'on a évoqués largement ce matin. Donc voilà, en quelques chiffres, sur les 17 ans d'existence du pôle, le pôle a accompagné 75 projets, des projets qui se ventilent autour de projets de recherche et développement, pour l'essentiel, mais aussi des projets d'investissement. Une entreprise qui innove dans sa recherche, dans son développement, c'est aussi une entreprise qui investit. Donc finalement, on s'adresse au même profil d'entreprise, donc des entreprises particulièrement dynamiques. On est aussi un secteur qui a besoin de beaucoup de formation. On a un secteur qui est en déficit de main-d'œuvre. On produit plus d'emplois que de personnes qui veulent embrasser ces carrières-là. Donc on a besoin de former beaucoup. Voilà. Donc 365 entreprises ont été concernées par les projets du pôle.
Alors, ce qui est intéressant de souligner, que ce soit en France, en Wallonie ou en Flandre, c'est qu'on a un secteur qui est composé de beaucoup de PME. Donc, quand on innove, il faut toujours avoir en tête qu'on doit aussi avoir un accompagnement qui est adéquat aux PME. Donc, 70% des entreprises que nous avons accompagnées sont des PME. Alors, tantôt, dans la définition, on disait qu'on regroupait des entreprises et des chercheurs, voilà, mais ça doit produire quelque chose. Un des résultats que j'aime partager avec vous aujourd'hui, c'est de se dire, tiens, ça crée quoi ce réseau? Si vous regardez la ligne en rouge, c'est grosso modo rapporté à une base 100 l'évolution de l'emploi industriel en Wallonie, tout secteur confondu. En vert, c'est l'emploi lié au secteur agroalimentaire. Donc on voit qu'on est dans un secteur dynamique qui produit lui-même beaucoup d'emplois et qui produit aussi beaucoup d'emplois indirects. On a un facteur de 2 à 3 selon les estimations. Donc cette pente en vert est quand même très très favorable à l'économie et à l'économie sociale aussi, puisqu'on apporte de l'emploi via l'innovation. Et c'est bien via l'innovation parce que voilà, on est assez fiers de montrer la courbe en bleu, derrière laquelle se retrouvent les 260 membres de Wagralim. On voit que notre secteur performe bien, mais les entreprises qui sont autour du pôle performent encore mieux, et particulièrement celles qui s'investissent dans des projets de recherche et développement. Donc il y a quand même un lien évident et chiffré, factuel, entre l'innovation et l'emploi. Alors, pour conclure, je voudrais aussi souligner le fait qu'on s'adresse à des PME. L'innovation, c'est effectivement quelque chose de très important dans la dynamique de l'entreprise, puisqu'elle génère notamment de l'emploi. Mais voilà, c'est un moment à moyen terme. Nos projets d'innovation, par exemple les projets collaboratifs, sont des projets avec des horizons de 3-4 ans. Mais en 3-4 ans, il se passe beaucoup de choses dans une entreprise. Et on doit aussi, notamment pour les PME, particulièrement pour les PME, les accompagner dans toute une série de problématiques. Première chose, et c'est pour ça qu'on a présenté ça sous forme de roue, c'est de bien insister que l'innovation, c'est pas que la R&D. L'innovation, c'est pas que le fait d'être au laboratoire en blouse-blanche. L'innovation, c'est aussi dans le secteur du marketing, dans le secteur de l'exportation, dans le secteur du management, etc. Donc l'innovation, c'est pas que la technologie, c'est un ensemble de choses. L'innovation doit être menée de front dans toutes ses composantes pour une seule industrie. Si elle n'innove que dans R&D, ça fera un machin un peu crochu. Voilà. Et on doit aussi, pour que l'entreprise arrive à supporter ce rythme à moyen terme d'innovation, on doit l'accompagner aussi dans des défis technologiques, dans des défis de marché, dans des défis de marketing. Et donc, on doit aussi, nous, en tant que pôle, être à l'écoute de choses qui sont peut-être pas des vrais projets R&D, qui sont pas des vrais projets à long terme, mais qui sont toute une série de petites étapes qui accompagnent l'entreprise dans sa vie de tous les jours. Voilà ce que je voulais vous raconter. Bonjour à toutes et à tous. Pour poursuivre sur effectivement comment accompagner des projets d'innovation. Donc chez Hectare, nous on a l'habitude de dire qu'on est effectivement un écosystème. Un écosystème dédié à l'innovation. On essaye d'apporter notre pierre à cette transition agricole et alimentaire avec plusieurs défis et on l'adresse de différentes manières. On est à la fois une ferme pilote expérimentale dans la vallée de Chevreuse, à côté de Paris, de 600 hectares. Et on est un campus dédié à l'innovation. Et sur ce campus, on accélère des startups. Je vais y revenir. On accompagne des entrepreneurs agricoles et on essaie de pallier au problème d'attractivité des métiers agricoles, puisqu'il y a 160 000 fermes à reprendre dans les 3 ans. Donc on essaie de modéliser des projets agricoles rentables et pour les rendre plus attractifs. Je précise qu'on est une association à but non lucratif. Alors on a eu la chance d'avoir un mécène de départ qui est Xavier Niel, qui a évidemment permis au projet de se développer, en plus qui est celui qui a lancé Station F, donc il y a des liens avec un écosystème d'innovation très important et qui attire beaucoup d'entrepreneurs. Et donc on construit des partenariats avec des entreprises,
des fondations, des fonds d'investissement avec lesquels on construit des différents projets. On choisit évidemment des partenaires avec lesquels on est aligné sur les valeurs. Chez Hectare, on pense que l'agriculture est un excellent levier pour adresser cette question de la transition agricole, pour adresser cette question du réchauffement climatique et donc des enjeux qui s'ouvrent à nous. Pourquoi ? Parce que 22% des émissions de gaz à effet de serre viennent de l'agroalimentaire, donc on a évidemment un levier énorme pour agir. Et on sait que 80% de ces émissions viennent de l'amont agricole. Donc on essaye de concentrer nos efforts sur l'amont agricole. Je vais donner quelques chiffres assez parlants qui nous ont en tout cas beaucoup alarmés chez Hectare et qui nous incitent à agir effectivement sur l'amont. C'est 6% des investissements sont fléchés dans l'agritech, donc déjà c'est assez peu des investissements qui sont fléchés dans l'agritech. Et 70% de ces 6% concernent plutôt l'aval, c'est-à-dire plutôt des systèmes de livraison dans l'agroalimentaire. Donc c'est évidemment important, mais quand on voit effectivement les enjeux environnementaux, on pense que c'est plus important de se concentrer sur l'amont, et seulement 30% concernent l'amont agricole. Voilà. Et nous, chez Hectare, on essaye justement dans les startups qu'on accélère, on en a 51, je parle sous le contrôle de Pierre Angot qui s'occupe des programmes d'accélération, on a 51 startups chez Hectare et on en a à peu près 2/3 qui concernent l'amont agricole. Donc vraiment on concentre nos efforts sur ces startups. Il y en a un certain nombre qui sont là aujourd'hui. On a 4 startups d'Hectare d'ailleurs qui sont présentes comme Mycophyto, Hyperplan, Cascade et puis Veragro, je crois. Voilà. Le programme d'accélération chez Hectare, il se construit avec 3 piliers. Tout d'abord, on est un accélérateur de start-up et non pas un incubateur. Donc, on accompagne des projets qui ont déjà une traction commerciale, une preuve de concept, et on essaie d'aider ce déploiement. Et comment on le fait ? Au travers je disais, de trois phases. Une accélération commerciale pour essayer d'accompagner ces entreprises à trouver des nouveaux marchés, avoir des nouveaux débouchés commerciaux. Évidemment aussi un enjeu financier, on les aide dans leur levée de fonds, dans leur stratégie de levée de fonds et une mise en relation avec tout un écosystème de fonds d'investissement à impact. Et c'est important de cibler les bons investisseurs parce qu'en matière agricole, le temps est long. Donc il faut qu'effectivement qu'il y ait une bonne compréhension des temps longs dans le milieu agricole. Et puis on est aussi tout un écosystème avec effectivement l'accélérateur Hectare, il a été construit avec HEC et donc il y a accès à un énorme réseau d'experts, de mentors pour aider les startups. Donc on est vraiment tout un écosystème pour accompagner ces startups et on espère effectivement les aider à se déployer. Il y en a un certain nombre qui ont déjà levé de l'argent. On pense effectivement être en tout cas contribuer à tout ça. Je peux donner aussi un exemple en termes d'accélération commerciale pour une start-up qu'on accompagne qui s'appelle Yacon & Co et qui fait du sirop de Yacon à base de Yacon. Le Yacon, c'est une tubercule, on appelle ça la poire de terre. Et cette start-up, effectivement, travaille de l'amont à l'aval. Elle fait à la fois elle est en train de lancer une filière de Yacon en France et puis elle fait du sirop de Yacon en B2B ou en B2C. Et on avait fait un partenariat avec Naturalia et grâce à ce partenariat, ils ont pu être distribués dans à peu près 300 magasins Naturalia en France. Voilà, donc pour donner un exemple concret de la façon dont on peut accompagner ces startups. Voilà ce que je voulais dire. Donc, bonjour à tous. Voilà, moi je vais vous présenter en fait Capinov. Donc Capinov, ça fait partie des CEEI, donc ce qu'on appelle les Centres européens d'entreprise et d'innovation. Alors, notre rôle, c'est quoi ? C'est d'accompagner des porteurs de projets ou des jeunes, des entrepreneurs
Donc on va leur donner du conseil, donc en création, en croissance, au niveau également internationalisation et en termes d'économie circulaire. Dans nos locaux, on a également un centre d'hébergement. Donc voilà, tous nos porteurs de projets, quand ils franchissent le cap de créer finalement leur structure, ils peuvent être hébergés dans nos locaux. Et on leur met aussi à disposition toute une série de salles, mais qui sont également ouvertes à l'extérieur également, donc à des externes qui au sein de notre centre de séminaire. Donc voilà, c'est assez complet. Donc on va du conseil, accompagner l'entrepreneur, et après il peut même être hébergé chez nous. Alors, au niveau de Capinov, on a décidé en fait d'avoir de créer en fait 3 écosystèmes, parce qu'on se rendait compte que en fait dans la plupart des projets qui arrivaient chez nous, ils étaient dans ces domaines. Alors il y a 3 écosystèmes. Le premier qui s'appelle ID2Food, qui est consacré vraiment à l'accompagnement de porteurs de projets et d'entreprises en croissance dans le domaine agroalimentaire. On a ID2Move, qui lui est un écosystème consacré aux véhicules autonomes et aux drones. Donc on dispose en fait en interne d'une très grande salle pour faire des essais de vol de drones, avec dans les planchers la possibilité de placer des capteurs. Donc voilà, si jamais il y a un intérêt par rapport à cette infrastructure, on peut également en parler, mais ce n'est pas le sujet de la discussion de cet après-midi. Et ID2Green, qui est un écosystème qui lui est beaucoup plus transversal. On a en interne une chargée de relations qui va conseiller en termes de bilan carbone, on va dire, les entreprises pour les aider à réduire des consommations, réduire leur consommation d'eau, d'énergie, enfin voilà, et réduire aussi leur empreinte carbone. Et on a un support au niveau international. Alors, je crois que je dois remettre mes lunettes. Désolée. Donc voilà, la mission en fait d'ID2Food, c'est donc comme je disais, elle est dédiée vraiment aux startups et aux entreprises et aux porteurs de projets, pour lesquels l'innovation vraiment répond aux enjeux vraiment d'une alimentation qu'on veut saine, locale et responsable. Voilà, tant au niveau de la production que de la transformation. Et donc, en plus vraiment de cet accompagnement à la création, on va regarder avec l'entrepreneur son plan financier, son marché, son business plan. Il y a toute une partie qui est dédiée aussi à la mise à disposition d'infrastructures. Donc, on a en interne une cuisine et un restaurant qui permet à des porteurs de projets qui avant de lancer finalement leurs produits sur le marché, vont pouvoir venir le tester finalement auprès de la clientèle de notre restaurant et pouvoir récolter des avis, des informations par rapport aux produits qu'ils sont en train de développer. Évidemment, pas vraiment. On fonctionne en fait sur cette méthode Lean, qui est avant vraiment de mettre un produit sur un marché, il faut questionner le consommateur, voir si le produit va répondre aux attentes du consommateur, si il fournit finalement les fonctionnalités qu'un consommateur attend d'un produit. Et donc voilà, on met à disposition finalement notre cuisine, le restaurant pour faire ce type de test. Et en termes d'accompagnement, mais c'est vrai qu'on va challenger énormément les porteurs de projets sur leur marché, et donc leur donner des outils. On va leur apprendre comment aller questionner le marché pour voir si ce qu'on a l'intention de développer
est quelque chose qui est attendu par le marché. Donc, on leur apprend à faire ce qu'on appelle des interviews exploratoires, qui sont vraiment de comprendre et aller questionner le persona qu'on a identifié pour notre produit et voir si vraiment il sera prêt à débourser de l'argent pour le produit. Parce qu'il y a des manières de questionner qui vont mettre en avant « oui, je suis intéressé par le produit, mais est-ce que finalement on est prêt à l'acheter ?» Donc vraiment, dans l'accompagnement, c'est vraiment ce sur quoi on va aussi travailler, c'est pouvoir valider un intérêt marché pour un produit. Et à côté de ça, il y a, qui est plutôt mon rôle à moi, vraiment en interne au sein d'ID2Food, qui est d'accompagner d'un point de vue technique, technologique, le porteur de projet. Donc ça va être de challenger son produit, mais sur le volet technique. Quelles sont les technologies qu'il va utiliser pour produire, avec qui va-t-il le produire. Donc c'est le mettre en contact avec, je ne sais pas moi, des centres de recherche, des universités ou d'autres entreprises qui pourraient l'aider vraiment dans son développement. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le réseau des référents innovation technologique. Donc voilà, moi en tant que conseillère InnoTechno, donc je suis basée chez Capinov pour accompagner tout porteur de projet ou entreprise dans le secteur agroalimentaire, mais mon rayon d'action est vraiment l'ensemble de la région wallonne. Donc voilà, pour les Wallons qui connaissent un petit peu mieux le fonctionnement, mais dans chaque province, il y a un CEI. Ici, sur la province de Namur, c'est le BEP. Le BEP va s'occuper vraiment de vous accompagner sur le volet économique de votre projet, tandis que moi, je viendrai vraiment en appui sur le volet technique. Donc voilà, il y a toute une série d'outils qui sont mis en place pour les porteurs de projets et pour les entreprises en région wallonne. Et je pense que vous devez en profiter et essayer de nous utiliser un maximum. Voilà, je pense que j'ai fini. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Sophie Carton et je vais vous présenter en fait l'incubateur technique et scientifique d'AgroParisTech qu'on appelle le Farming Lab. Et avant ça, en fait, je voulais revenir sur la description, ou l'explication de ce qu'est AgroParisTech, sur lequel donc Erwan Persson, mon collègue, est passé rapidement ce matin. Mais cette description est clé dans la compréhension de ce qu'on a voulu faire comme incubateur technique et scientifique dans notre établissement. Donc c'est vrai qu'on voit pas très bien. Donc alors c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Je connais par cœur les chiffres, donc ça devrait aller. Qui compte environ 3000 étudiants, doctorants, etc., peut-être stagiaires, etc., et qui sont donc formés à l'agronomie, aux sciences du vivant, et 250 chercheurs, enseignants-chercheurs et cadres scientifiques, et qui travaillent en fait dans 22 unités de recherche différentes, unités mixtes de recherche avec d'autres grands organismes de recherche, typiquement INRAE. Et en fait, finalement, cet établissement, avec à la fois ses enseignants et ses chercheurs et ses étudiants, donc a une force, disons, en présence, qui est à même de porter sa petite contribution à l'accompagnement de l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle on a développé ce qu'on a appelé des InLab à AgroParisTech. Alors, qu'est-ce qu'un InLab à AgroParisTech ? C'est donc l'idée, l'objectif général d'un InLab, c'est de contribuer donc par des projets à résoudre des problématiques assez différentes et qui recoupent un peu toutes les compétences et les domaines d'études d'AgroParisTech. Et d'élaborer des solutions qui répondent à des besoins identifiés au service des bénéficiaires concernés, qui peuvent être assez variés, et dans le domaine agricole, souvent donc des agriculteurs. En même temps, l'idée c'est aussi de permettre de développer, d'accompagner et d'héberger des projets variés, soit de recherche-action, d'entrepreneuriat, d'innovation, etc., etc.
Par là même aussi, puisqu'on est dans un établissement d'enseignement supérieur, de faciliter la formation, la créativité, l'implication d'étudiants dans ces projets qui sont donc élaborés pour répondre aux questions dont je parlais. Et les InLab doivent aussi permettre de favoriser donc une approche collaborative entre différents acteurs, et notamment les acteurs de la recherche et les acteurs de l'entrepreneuriat et de l'enseignement. Alors du coup, on a plusieurs InLab à AgroParisTech. Chaque InLab a ses spécificités et également une accroche géographique. Et donc, notamment donc, un Farm InLab qui est situé à la ferme expérimentale d'AgroParisTech à Grignon et qui travaille beaucoup avec le Food InLab, qui est le volet transformation agroalimentaire de l'InLab, et qui est lui situé à Palaiseau, donc là où est le centre, disons, d'AgroParisTech. Donc, en termes de caractéristiques principales, ces InLab visent principalement la preuve d'idées ou de concepts. Donc on est vraiment sur un accompagnement technique et scientifique assez amont de l'innovation, même si on peut aller aussi sur des développements techniques et scientifiques un peu ultérieurs à la preuve de concept, on se situe quand même assez en amont. Donc on vise à également donc explorer la faisabilité, démontrer et aussi rechercher les impacts et quantifier les impacts. Donc, je l'ai déjà dit, ils sont physiquement et thématiquement identifiés. Ils couvrent en fait pas mal de compétences d'AgroParisTech, et ça va donc du coup de l'agriculture à la forêt, en passant par la transformation agroalimentaire, les biotechnologies, etc. Ce sont des lieux ouverts, accueillants, intégrés dans l'écosystème universitaire. Et y compris donc écosystème universitaire, c'est les gens, mais c'est aussi les matériels, les outils de mesure, d'évaluation. Ils sont en interaction avec des dispositifs de formation et les équipes de recherche. Et ils sont donc les porteurs d'innovation qui sont incubés dans ces structures sont accompagnés par AgroParisTech et sa structure de recherche sous contrat qui s'appelle AgroParisTech Innovation. Donc, petit focus sur le Farm InLab qui a été lancé officiellement en 2018. Donc, il est implanté à la ferme expérimentale d'AgroParisTech à Grignon dans les Yvelines, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Paris. C'est une ferme qui, de longue date, fait de l'expérimentation sur 400 hectares de culture et 2 élevages, un élevage de 200 vaches laitières et 600 brebis. Alors, je reviens sur les cultures, mais non seulement il y a des parcelles de culture qui peuvent ensuite faire l'objet de parcelles expérimentales, mais il y a également une plateforme agronomique qui permet de faire des tests d'innovation sous un angle un peu plus systémique, donc intégré à un système de culture. On a également donc un outil de transformation laitière qui transforme à peu près 800 millilitres de lait par an. Et puis on a des outils de production d'énergie, donc un méthaniseur. Alors il y a un méthaniseur en construction, un méthaniseur mésophile en injection en construction, un méthaniseur psychrophile déjà en place, et puis des panneaux solaires photovoltaïques. Et on bénéficie d'équipements de mesure et d'analyse de pointe. Et ça, c'est qui sont empruntés finalement à la recherche. Les laboratoires de recherche dans lesquels on baigne nous permettent d'accéder à ces équipements de mesure et d'analyse de pointe, en plus de l'expertise qui nous est donnée par les équipes d'enseignement et de recherche. Donc nous, on a accompagné depuis le début 7 startups et 25 entreprises. Donc l'idée, c'est pas, on n'est pas focalisé startup. Dans le modèle économique, c'est plus simple d'avoir à la fois des startups avec une prise de risque importante dans l'accompagnement technique et scientifique, et puis des entreprises qui proposent des solutions qui sont plus élaborées, plus proches du marché, mais qui sont à même de proposer donc on peut faire avec eux des projets collaboratifs où ça nous permet de financer l'accompagnement de start-up. Et tout ça dans le cadre de 60 projets collaboratifs. Les solutions testées sont assez variées. Ça va des intrants aux équipements pour les cultures ou les élevages, des outils, des machines, des applications qui sont basées ou non sur l'imagerie ou la télédétection. Et comme je disais, en fait, en termes de degré de maturation de l'innovation, on peut aller on va quasi de l'idéation jusqu'à la mise sur le marché, en passant par des degrés de maturation très très variés, mais la capacité de les accompagner sur le plan technique et scientifique tout le long de cette chaîne de maturation. On va voir, on va
Bonjour, donc je prends la suite. Bonjour à vous. Nicolas Nguyente, je suis en charge de l'Europe au pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc on a eu une présentation des pôles de compétitivité par mes collègues de Wagralim. Alors j'essaie de passer la diapo. Voilà. Donc on est une structure tout à fait similaire à Wagralim pour la France. Avec, si vous voyez sur la carte, on est, comme son nom l'indique, dans le sud-ouest de la France. On couvre les deux régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie, vous voyez les noms des villes. Le siège est à Toulouse. Moi-même, je suis basé à Montpellier. Puis on a un bureau également sur Bordeaux et puis un peu plus loin sur Limoges. Voilà, donc même principe que les pôles de compétitivité. Voilà, on est là pour peut-être pour compléter ce que tu disais, Emmanuel. Moi, je nous présente souvent comme des agitateurs de l'écosystème. On est là pour remuer un peu les adhérents pour faire émerger l'innovation. Et puis porter ça sous forme de projet, obtenir des financements et puis arriver in fine avec des produits ou des services innovants sur le marché. Et vous voyez, dans nos gammes de services qu'on propose, eh bien, on a du réseau, ça c'est le premier élément, ça c'est la force du réseau, les adhérents. On a 450 adhérents, dont plusieurs sont ici d'ailleurs, hein, commencer par l'Institut Agro, à commencer aussi par, il y a Axioma, il y a Hyperplan également qui est présent, et Toupia Organics. Donc la force du réseau pour que les gens se rencontrent, qu'on fasse émerger des idées. Beaucoup d'événements bien sûr en ligne tout le long de l'année, donc ça c'est ce rôle un peu d'agitateur de l'écosystème, et puis surtout après du projet, parce que notre action historique c'est vraiment de faire émerger des projets, maturer les projets, trouver des financements et les amener jusqu'à un guichet de financement. Voilà, alors je vais pas. Vous voyez qu'on va, nous, chez Agri-Sud-Ouest Innovation, on va de la ferme à la fourchette. Mais concernant l'agritech, qu'est-ce qui nous agite aujourd'hui au niveau de notre écosystème? Je dirais qu'il y a notamment la question de la qualité des sols, et on porte aujourd'hui un programme sur l'agriculture régénératrice dans le Sud-Ouest qui s'appelle Sol Novo, et qui va nous permettre, enfin en tout cas, on ambitionne avec ça de proposer un projet sur Mission Sol en septembre prochain. Le deuxième axe important, bien entendu, c'est l'eau, parce que dans le sud-ouest, on n'en a plus beaucoup, et on est extrêmement attentif aux solutions qu'on peut trouver pour l'optimiser, optimiser l'utilisation de l'eau. L'autre axe important, c'est tout ce qui est la partie numérique. Alors, agriculture de précision, agriculture numérique, en tout cas, beaucoup de data et puis beaucoup d'outils. On est dans le sud-ouest, on a l'historique aussi de l'aérospatial et de tout ce qui se passe autour d'Airbus, de la télédétection autour de Toulouse. Donc, beaucoup de choses autour de l'utilisation d'images, mais par extension aussi beaucoup d'outils. Des outils de la décision, et puis maintenant de plus en plus des outils pour valoriser la donnée et avoir de la traçabilité de la ferme à la fourchette. Autre point important en matière de numérique et agritech, c'est la robotique agricole. On a sur Toulouse quelque chose qui est important chaque année qui s'appelle le FIRA, qui est le salon de la robotique agricole. Je pense que c'est quelque chose de relativement unique, avec un écosystème de start-up tels que Nayo Technologies, Agreen Culture, qui sont extrêmement actifs. On en a parlé ce matin aussi de Robagri, l'association Robagri, qui plonge vraiment ses racines dans le sud-ouest de la France. Et finalement, l'autre point important qui nous anime beaucoup, et donc on voit passer beaucoup de projets, ce sont les biosolutions, donc les alternatives aux intrants conventionnels, du biocontrôle, des biostimulants, des produits d'élicitation, et comment on intègre ces produits-là dans des parcours de protection intégrée. Comment on fait en sorte que ces produits soient plus adoptés aujourd'hui. Moi j'aime bien, on a parlé de TRL beaucoup, et c'est bien aujourd'hui parce qu'on a des outils qui permettent des outils financiers qui permettent de remonter jusqu'à des TRL relativement élevés, 7, 8, 9 maintenant. Enfin, on l'a vu ce matin aussi sur les programmes des investissements d'avenir, on monte maintenant haut. Mais il y a aussi la question du business readiness level, c'est-à-dire qu'on peut avoir des solutions qui sont à TRL 9, mais avec des business readiness des BRL faibles, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Je pense notamment aux biosolutions, où pour le coup il faut qu'on puisse améliorer l'efficacité et l'adoption de ces produits-là de façon plus large. Voilà, ce sont des thématiques sur lesquelles on est très engagé. On peut être porteur nous-mêmes de projets pour faire avancer notre écosystème. Je crois que c'est tout pour ma part. Voilà, bon, on est environ une vingtaine, on a 400-450 adhérents, et bien entendu, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et nous visiter par chez nous. Voilà.
Alors, bonjour à tous et toutes. Merci de votre participation à cet après-midi de discussion et de présentation. Mon nom est Christophe Baronnet, je suis business coach au sein d'un incubateur technologique qui se nomme WSL. WSL est une petite entreprise financée par les pouvoirs publics, la région wallonne, qui a une vingtaine d'années. Et dont la mission principale est d'accompagner des personnes qui souhaitent créer une entreprise, par exemple au départ de leur recherche académique, ou de jeunes entreprises, généralement de moins de 5 ans, qui ont développé une forme d'innovation technologique, puisque c'est typiquement notre cœur de métier, avec les sciences de l'ingénieur. Et donc, on accompagne dans toutes les étapes de la création, mais surtout de la vie de l'entreprise, par du coaching indépendant. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Nous sommes une équipe de 6 business coachs qui chacun ont une formation avancée dans les sciences de l'ingénieur et ont un passé d'entrepreneur. Pour ma part, je suis diplômé de la faculté de Jean Blou Agrobiotech, ingénieur agronome spécialisé en production animale et en sciences vétérinaires. J'ai poursuivi mon cursus en gestion d'entreprise et j'ai eu l'occasion de participer à la direction, la création et la fermeture de plus d'une dizaine d'entreprises au cours de ma carrière. Et donc on est vraiment dans le partage d'expériences de manière à aider des personnes qui souvent ont un background scientifique, technique, mais pour qui la gestion de l'entreprise, ce qu'est une entreprise, comment interagir avec des clients, des fournisseurs, avec des actionnaires, des banquiers, avec leurs managers, avec leurs employés, sont des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Alors, j'essaie de vous réveiller un peu en vous mettant à disposition un outil développé par WSL qui s'appelle MathMax. Celui-ci est libre sur notre site internet wsl.be. Je vous invite à aller le consulter et vous pouvez le télécharger sur les applications iPhone et Android. Et donc c'est un petit outil relativement simple mais qui résume l'action de WSL. Et donc nous essayons de faire progresser les projets d'abord sur l'axe technique. Donc on passe d'une première idée, de premiers composants qui fonctionnent dans un laboratoire, on essaye de faire évoluer vers un prototype en environnement contrôlé, en environnement simulé, on progresse vers une situation réelle et ensuite on arrive à un produit qui peut être vendu et vendu à large échelle. Ça c'est l'aspect technique. Bien souvent on constate que au départ du monde académique, les projets sont relativement avancés au niveau technique, le prototype fonctionne, mais on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas à qui le vendre. Et donc, le second axe, CRL, donc on aborde les questions commerciales, on essaye d'identifier qui pourraient être nos clients, quels seraient leurs besoins, quelles sont les grandes hypothèses en termes de product market fit, et on progresse vers la réalisation d'une première vente, et puis d'un business model qui est soutenu de façon organique par ces ventes. Et donc on progresse petit à petit d'un démonstrateur, un prototype et puis un produit vendu à large échelle. Ce qu'on essaye de faire avec le dirigeant ou le porteur de projet, c'est d'éviter d'aller dans 2 extrêmes. Le premier, c'est un prototype qui fonctionne mais qui n'intéresse personne. Et l'autre extrême, c'est un vendeur de rêve. C'est quelqu'un qui a un don pour la vendre, qui vendrait un frigo à un Esquimau, mais son invention ne fonctionne pas. Et donc dans les 2 cas, l'entreprise n'est pas viable, tout simplement parce qu'elle n'est pas capable de faire une vente. Et donc, l'ensemble des services proposés par WSL, en dehors de cette équipe de business coach, qui est complémentée par des services de communication, des spécialistes en gestion financière, nous travaillons avec tout un réseau de partenaires. Un des plus importants est celui qui aborde la propriété intellectuelle. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le monde de l'innovation et donc il faut réfléchir en termes de stratégie de propriété intellectuelle. Le brevet est une option, il y en a d'autres, certains préfèrent le secret et vous avez d'autres modalités qui évoluent entre les deux. Mais certainement la propriété intellectuelle permet d'évoluer par exemple dans un marché de niche parce que vous avez une barrière à la concurrence qui est très importante. Nous travaillons de façon intégrée avec les mondes académiques, les mondes économiques, les mondes politiques,
Pourquoi ? Parce qu'on est dans le domaine à nouveau de l'innovation qui peut être disruptive et donc on a besoin à la fois que le public mais les utilisateurs puissent l'adopter et c'est particulièrement vrai dans le monde agricole puisque une des missions de base est de nourrir la population. Et donc les formes d'innovation qu'on a connues au cours des décennies en agriculture, ça touche à la fois les procédés. On a commencé à avancer en termes de mécanisation. Aujourd'hui, on est capable d'utiliser des drones pour identifier des maladies en champ. Vous avez des innovations de type produit. Vous avez des semences qui résistent mieux à certaines maladies. On améliore les techniques d'irrigation. On est aussi capable de produire des ingrédients actifs pour le monde pharmaceutique dans nos champs ou avec nos animaux. Mais surtout, en agriculture, on doit constamment se poser la question de l'impact sociétal, mais en termes d'organisation et de marketing. Plus personne ne s'étonne aujourd'hui d'avoir accès à des fraises tout au cours de l'année. Et donc, c'est un peu en contradiction avec des objectifs d'économie locale ou de pouvoir mieux respecter le rythme des saisons. Enfin, la manière dont travaille WSL, c'est un programme d'accompagnement qui comprend à la fois des formations, puisqu'on essaie de donner un bagage minimum aux dirigeants d'entreprise. De nouveau, on est dans la démarche, qu'est-ce que ça veut dire de créer son entreprise ? Et on travaille beaucoup différents relais, comme l'internationalisation. Et au niveau des entreprises que nous accompagnons, la France est notre premier marché à l'étranger. Il y a évidemment une question de langue, mais il y a surtout une identité de culture, et c'est tout à fait vrai dans le monde agricole, sans jeu de mots, puisqu'on est capable assez facilement de parler le même langage, et nos systèmes de production sont relativement comparables. Alors, le dernier point que je voulais mettre en lumière, pour moi le plus important, en dehors de la valeur créée qui dépasse le milliard d'euros en 20 ans, c'est que 92% des entreprises que nous accompagnons survivent au-delà de 5 ans, ce qui est plutôt une performance dans le monde des startups, en particulier dans le monde des startups technologiques, qui parfois arrivent à vendre une invention sur un marché de niche. Au quotidien, nous accompagnons de l'ordre de 70-80 entreprises et nous avons un pipeline de projets plus ou moins équivalent. Ce qui fait que nous pensons que notre modèle d'accompagnement basé sur un coaching indépendant par des gens ayant un vécu et un groupe de partenaires qui peuvent ouvrir les portes, mais surtout faire tomber les barrières en termes de vie et de développement de l'entreprise, porte ses fruits. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette formidable présentation. C'était très, très clair. Je vais terminer l'heure de l'atelier par une petite question ouverte. Vous avez parfois mentionné l'accompagnement de projets dont les temps de développement étaient plus longs qu'à l'accoutumée, avec une vision davantage long-termiste. Ma question est la suivante. Comment gérer au mieux cette complexité, tant au niveau de l'accompagnement financier, comme l'a précisé Marie, tant au niveau technique, comme l'a aussi spécifié Valérie, mais aussi vis-à-vis de la situation économique mondiale qui, elle aussi, pas de chance, est de plus en plus complexe. Alors merci de la question, je vais ouvrir le feu. Donc la manière dont nous abordons la question chez WSL, c'est qu'on propose un accompagnement qui est long. Donc généralement, nous sommes partenaires de nos entreprises pendant 5 ans, voire 7 ans. Certaines souhaitent continuer. Un paramètre fondamental chez nous est l'agilité. Donc on a vu que sur l'échelle CRL, on essaye de progresser de façon vertueuse à la fois d'un point de vue technique et commercial. La réalité, elle implique souvent de devoir faire une pause, de devoir faire un retour en arrière, d'éventuellement pivoter, de se poser la question de l'adéquation du choix de la technologie ou du client et de comprendre l'influence du monde sur le client. Et donc je prends un exemple que j'ai vécu en France, avec une entreprise qui fait de l'agriculture de précision.
Elle met à disposition un outil d'aide à la décision qui permet à l'agriculteur de choisir mieux les doses et les moments à laquelle on fait une fertilisation en azote. Alors la mise à disposition de l'outil représente un coût, il y a une infrastructure informatique, il y a du conseil agronomique, et pendant tout un temps, le prix des céréales était trop bas, puisqu'on a une question de marge. Mais tout d'un coup, nous avons tous compris que nous étions nourris par un seul pays qui s'appelle l'Ukraine. Et donc ça a eu un impact terrible sur l'augmentation du prix des céréales, mais également sur le prix des intrants. Et donc, en quelques jours, suite à un mouvement géopolitique d'ampleur, les agriculteurs se sont posé la question d'effectivement du bien fondé de mettre autant d'azote sur tel type de parcelle pour finalement un prix de vente de mes céréales qui contraint ma marge. Mais le marché s'est ouvert parce que le prix des céréales a fortement augmenté de façon tout à fait conjoncturelle. Donc ce qu'on fait chez WSL, et je fais le lien avec notre connexion avec le monde économique, académique et politique, c'est qu'on se tient le plus possible au courant des évolutions, on essaye de les prédire, en tout cas de les faire coller au modèle de croissance de l'entreprise. Et donc on apporte des conseils, une vision, on interagit notamment au niveau du conseil d'administration avec les actionnaires pour essayer de faire les meilleurs choix au meilleur moment. Oui, alors je vais juste reformuler la question pour pouvoir y répondre à ma sauce, puisque finalement la question c'est de savoir, voilà, on est sur des projets en agritech qui sont d'une complexité importante, et quelque part comment est-ce que nous on fait pour répondre et accompagner cette complexité, quoi. Et du coup, là-dessus, donc au niveau des InLab d'AgroParisTech, c'est là que s'appuyer sur la recherche nous permet de répondre, ou en tout cas d'essayer de résoudre un tout petit peu cette complexité sur le plan technique et scientifique. Et donc très concrètement, par rapport à des projets qui nous sont proposés, par exemple de tests d'intrants, que ce soit par exemple pour l'alimentation animale des additifs ou des matières premières, ou en production végétale, bon, nous on est en mesure de co-construire avec nos partenaires, que ce soit des entreprises déjà bien installées, des PME ou voire même jusqu'à des multinationales ou des startups, de co-construire des protocoles d'essai qui reposent sur des techniques, des méthodes bien connues des chercheurs, quoi. Et par ailleurs, on s'appuie également sur des outils de mesure, comme je dis, des outils de mesure de pointe. Donc on peut mesurer les impacts et des solutions testées à la fois sur des paramètres classiques tels que productivité, qualité des produits, mais également sur des choses plus en relation avec les impacts environnementaux, donc des flux d'éléments vers l'eau, vers l'air, vers le sol. Donc tout ça on sait faire, et on met ça à disposition des porteurs d'innovation qui viennent nous voir pour pouvoir mesurer, appréhender la complexité en fait du vivant à travers le test de ces innovations. Voilà. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que s'achève ce second atelier de l'après-midi. Mille merci pour votre présence, pour votre partage de connaissances, et merci à vous pour votre écoute. Bel après-midi.